Donc, on va maintenant donc parler de l'épreuve 5. Donc, l'épreuve 5, elle s'appuie donc sur 2 réalisations professionnelles. Chaque réalisation est élaborée dans l'environnement et les 2 situations professionnelles doivent, à elles 2, couvrir les 3 compétences du bloc. Alors, avant le déroulement de l'épreuve, la commission arrête pour chaque personne candidate qu'elle va interroger la réalisation qu'elle sélectionne et une expression des besoins. Alors, il y a eu des questions là-dessus aussi. Si jamais la commission choisit une réalisation qui porte sur une seule compétence, il ne va pas falloir pénaliser le candidat. Il faudra bien mettre non évaluable sur les autres parties de compétences. Hein. Mais enfin, tel que le référentiel est fait, ça semble assez irréaliste qu'il y ait des candidats qui présentent des réalisations professionnelles ne portant que sur une compétence. Et je pense que de toute façon, vous, en tant que commission d'interrogation, vous n'allez pas vous jeter sur ce genre de réalisation. Il faut bien voir aussi qu'il est possible que ce genre de réalisation, finalement, sanctionne un peu le candidat parce qu'elle risque d'être un peu pauvre. Donc, ça, c'est important aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les candidats, pour ne pas prendre de risques, fassent des réalisations qui soient pauvres, parce il faut qu'ils sachent qu'ils vont être sanctionnés à travers les critères de performance. Ils ne vont pas atteindre le maximum des critères de performance. Donc il faut vraiment que les candidats choisissent des réalisations qui sont suffisamment riches pour pouvoir montrer l'étendue de leurs compétences. Pour l'évaluation, donc c'est comme pour l'épreuve 4, hein, c'est à peu près le même format. Donc on a le verso avec l'exposé de toutes les compétences pour lequel donc, on va définir un profil. On a donc la même chose hein, pour apprécier le degré de maîtrise. Donc on a les indicateurs de performance, le tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise qui, lui, est au recto de la grille. Et puis, alors oui, on en a déjà parlé hein, de l'item non évaluable, hein, quand effectivement la réalisation ne porte pas sur une certaine sous-compétence. Alors, on applique des pénalités dans cette épreuve s'il y a absence d'une réalisation professionnelle, voire 2 réalisations professionnelles, et si l'environnement technologique n'est pas conforme. Donc, vous avez les annexes 8A, il y en a une pour l'environnement technologique SLAM, un pour l'environnement technologique SISR. Et donc, ces annexes vous aident à apprécier donc la couverture de l'environnement technologique. Vous le renseignez, évidemment, quand vous êtes dans un centre non habilité, vous le renseignez pour l'ensemble des candidats. Par contre, pour les candidats individuels, il faudra le remplir pour chaque candidat individuel. Alors, pour cette épreuve, il y a donc un dossier à rendre et donc ce dossier fait l'objet d'un contrôle de conformité. Alors, il y a parfois une ambiguïté sur ce qu'est le contrôle de conformité. Alors, le contrôle de conformité, il est très bien défini dans l'annexe. Donc, ça, voilà, c'est l'annexe 7.2. Hein. Le contrôle de conformité. Donc, c'est un contrôle qui est purement administratif. Hein, il n'est absolument pas pédagogique. Les questions pédagogiques, vous les réglez par cette grille d'évaluation. Et donc, le contrôle de conformité, c'est soit donc il n'a pas donné de dossier ou il a déposé le dossier en dehors des dates fixées. Et dans ces cas-là, la mention non valide va être portée sur l'épreuve et le candidat ne pourra pas obtenir le diplôme. Donc, c'est purement administratif. C'est fait donc soit par au SIEC, c'est fait par le SIEC, et puis apparemment dans les IDEX, c'est plutôt fait par vous. Mais ne confondez pas votre rôle quand vous faites le contrôle de conformité. Quand vous faites le contrôle de conformité, vous êtes dans une perspective uniquement administrative. Alors, généralement, évidemment, il y a une certaine bienveillance, c'est-à-dire qu'on prévient le candidat en lui disant « il nous manque ces pièces-là ».
vous avez jusqu'à telle date pour nous les envoyer. Hein. On ne lui envoie pas tout de suite le truc en lui disant non, c'est terminé pour vous. Hein. Donc, il y a généralement une petite phase de concertation avec le candidat pour récupérer les documents à temps. Alors, sur l'épreuve 5 toujours. Alors, on a eu des questions, donc on va essayer de répondre. Alors, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la question des limites entre le bloc 2 et le bloc 3. Hein. La question nous a été posée pour la spécialité SISR. Hein. Donc, dans l'épreuve 5, dont nous sommes en train de parler, on peut intégrer des problématiques de sécurité qui font l'objet d'une évaluation, mais à travers les seules compétences du bloc 2. Tandis que dans l'épreuve 6, on n'intègre que des problématiques du bloc 3, mais qui amènent parfois à mobiliser évidemment des savoirs du bloc 2. C'est vrai que bon, voilà, cette structure en bloc, elle n'a pas été pensée pour l'enseignement initial, puisque nous, en formation initiale, ce qu'on veut, c'est former au métier. Je vous rappelle que la bloc, elle est surtout pour la formation continue, pour être présent sur le marché de la formation continue. À propos de l'environnement technologique, donc c'est celui dans lequel la personne candidate a travaillé pour sa préparation. Chaque réalisation professionnelle sur lequel on va l'interroger ne mobilise pas l'ensemble de l'environnement technologique. Et d'autre part, l'environnement technologique ne fait pas l'objet d'interrogations spécifiques. Alors, on a eu aussi une question dans l'option CSR où donc un collègue nous disait, mais le problème, c'est que cet environnement technologique, il nécessite beaucoup d'équipements et on n'a pas forcément autant d'équipements que d'élèves, que d'étudiants. Eh bien, dans ces cas-là, on ne fait pas travailler tous les étudiants sur la même activité hein, pour pouvoir effectivement utiliser les équipements à tour de rôle dans l'établissement.